Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Des universitaires béninois se penchent sur le quinquennat de Patrice Talon. Décryptage, analyse d'intellectuels, regard d'érudits sur la gestion du pouvoir d'État par l'actuel locataire de la Marina à suivre dans un instant. Campagne de vérification primitive dans le secteur cotonnier. L'opération consiste à vérifier le bon fonctionnement des instruments de mesure dans les usines de grenache du coton. Et puis le gouvernement béninois en campagne contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans le Koufo, 2 ministres sont descendus sur le terrain pour sensibiliser les populations de ce département autour de ce phénomène. Bonsoir et bienvenue à cette édition. L'Église honore ce 1er novembre ceux qui ont vécu dans la fidélité en se mettant au service de tous, tel que les Saintes Écritures le recommandent. On parle de la Toussaint, des vivants témoins du Christ ont été célébrés à Cotonou, à Bobekelavi, Stanislas Linkbon, Ramatoulawani. Ils se souviennent dans leurs prières de tous les saints connus ou inconnus. Sur cette paroisse catholique, ce dimanche est particulier. Le jour saint coïncide avec la Toussaint. L'Église ne pouvant pas nommer explicitement tous les saints du monde entier a réservé un jour où l'Église célèbre tous ces saints-là. Et donc ça coïncide avec le jour du Seigneur, mais c'est une coïncidence très heureuse où on comprend mieux qu'ils sont saints en vertu même du mystère du Christ, du mystère de la rédemption qui s'est accompli en eux. Un peu plus loin, une église évangélique. Ici, on enseigne aux fidèles la repentance et on les invite à servir avec humilité comme les saints à l'honneur en ce jour. Nous avons eu des pères qui sont passés avant nous, des pères qui ont posé des fondations eucharistiques. Et aujourd'hui, nous les jeunes qui avons pris le flambeau, nous devons continuer dans les godasses de ces pères. Que nous revenons sur les fondations que nos pères ont posées et que nous pouvons marcher dessus, afin de pouvoir retrouver la vie éternelle et continuer l'impact que nos pères ont posé. Mettre ses pas dans ceux du Christ, ce haut dignitaire de l'église du christianisme céleste, le martèle aussi, la sainteté n'est pas une voie réservée à une élite. Un chrétien doit observer les recommandations du Christ afin que notre Seigneur l'accueille après sa mort. La Toussaint, une tradition chrétienne depuis le 8e siècle, mais pas une fête pour cette église évangélique. Chercher la bonne face de Dieu après la mort, on n'a pas trouvé ça dans la Bible. La preuve, quand Lazare est mort, le riche aussi est mort. Le riche a vu Lazare au sein d'Abraham, lui demandant d'envoyer Lazare dans sa maison, leur dit, changez de conduite, ne venez pas là où moi je suis cruellement ici. Allez leur dire, ils n'ont qu'à changer de mentalité sur cette terre avant de venir, avant de mourir. L'origine de la Toussaint remonterait au 2e siècle. Les chrétiens célébraient à l'époque ceux qui étaient morts en martyre. Il faut attendre vers le 8e siècle pour voir sa célébration un 1er novembre. À ne pas confondre avec la fête de mort célébrée le 2 novembre.
Et oui, à l'occasion de la Toussaint, les fidèles de toute obédience ont l'habitude de se rendre dans les cimetières pour aller visiter les tombes de leurs défunts et allumer des cierges. Une de nos équipes s'est rendue dans quelques cimetières de Cotonou. Élément sûr. Bougie allumée, chapelet à la main, cette dame prie pour les défunts de sa famille. Tout comme elle, ces personnes sont venues au cimetière d'Akpakpa en ce jour de la Toussaint pour sacrifier à la tradition. Tous les 1er novembre de chaque année, les fidèles chrétiens catholiques que nous sommes, nous venons voir nos défunts pour faire l'entretien de leur tombe, pour prier Dieu à ce que Dieu leur accorde le repos éternel. Et je crois que nous faisons ça en signe de respect pour les personnes que nous avons enterrées ici. Un peu plus loin d'Akpakpa, le constat est le même, ici au cimetière de PK14. Ça, c'est la fête de tous les saints. Donc c'est la fête des vivants et des morts. Mais la tradition exige que nous passions se recueillir un soir tempête sur la tombe de nos parents défunts. Et moi, spécialement, je suis venu recueillir sur la tombe de ma chère grand-mère et chère mère. Un 1er novembre, pas comme les autres, contexte crise sanitaire oblige. Si vous avez l'habitude de venir, vous devez constater que la cimetière est palme. Ce n'est pas l'affluence qu'on a l'habitude de voir dans les années antérieures. Ça montre vraiment que les Béninois ont peur de cette maladie, parce qu'il n'y a pas du tout l'affluence. C'est aussi l'occasion d'embellir les tombes, d'allumer une bougie et de déposer des fleurs en mémoire de ces défunts. Retour maintenant sur cette marche des femmes hier à Cotonou, des femmes qui ont battu le Macadam pour réclamer la paix en cette période préélectorale et surtout des élections inclusives. Retour donc sur cette marche avec Marcel Arossi. C'est la femme qui donne la vie, elle doit être garante et symbole de paix. Nous, les femmes béninoises, les mères béninoises, nous appelons tous les Béninois de la mouvance, de l'opposition, la société civile, les sages de ce pays, toutes les forces vives de la nation à s'asseoir autour d'une table. C'est aussi pour nous ici l'occasion de dénoncer et de déplorer les manifestations à caractère violent et armé de la part des populations civiles. Aucune revendication, non jamais aucune, quelle que soit la justesse de sa cause, ne doit être faite dans la violence. Ainsi donc, nous condamnons tous ceux qui ont brûlé, saccagé, détruit les biens privés et publics les 1er et 2 mai 2019 à Cotonou et à d'autres occasions dans le reste du pays. Nous vous demandons d'être les artisans de la paix et nous savons que vous pouvez l'assurer pour nous. Nous allons faire en sorte que cette doléance remonte aux autorités. C'est la première chose. La deuxième chose, je peux vous dire que je suis heureux de constater que la démocratie est bien réelle et tangible dans notre pays, le Bénin. C'est un élément factuel que nous pouvons constater, c'est factuel, c'est visible. La troisième chose, vous sensibiliser au respect des gestes barrières. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en situation de pandémie au niveau mondial. On reste sur la même dynamique avec un peu plus loin de Cotonou, à Parakou, un groupe aussi de femmes. Ces femmes qui également ont revendiqué ou réclamé des élections transparentes dans notre pays, dans un contexte ouvert où la compétition est ouverte à toutes les sensibilités politiques. On va retrouver sur place à Parakou Bertin Adimi. Pour la paix au Bénin, elles sont engagées. La présente marche en est l'expression. Encadrée par les éléments de la police républicaine,
les femmes de Parakou ont sillonné quelques artères de la ville avant d'atterrir à la mairie pour leur déclaration. À l'endroit de la classe politique et de la société civile, les femmes de Parakou engagées pour la paix formulent des doléances. Nous appelons tous les Béninois de la mouvance et de l'opposition, la société civile, les sages, toutes les forces vives de la nation à s'asseoir autour d'une table pour nous trouver des conditions qui assurent une élection apaisée. L'autorité municipale empêchée, c'est le secrétaire général de la mairie de Parakou qui a reçu la déclaration des femmes engagées pour la paix. Je voudrais vous remercier pour la discipline que vous avez observée. Je voudrais dans ce même ordre d'idées vous prier, après que nous avons pris acte de ceci, à ce que vous retournez tranquillement dans la même discipline dans vos destinations respectives, rassurés de ce que l'engagement qui a été pris ici il sera exécuté. Et puis une séance de travail délocalisée de la CEDEAO débute à Cotonou cette semaine. Et pour présider la rencontre, le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, il est arrivé à Cotonou hier après-midi. Retour donc sur cette visite à Cotonou. I'm very, very happy. I look forward to working, to having a very, very successful meeting and dialogue in Benin. And I want to express my thanks and appreciation. Je voudrais remercier le président de la République du Bénin pour son leadership, remercier aussi le Parlement béninois et tout son comité exécutif pour le leadership dont ils font preuve. Et j'espère que ce séminaire, cette séance de travail portera de bons fruits. Je voudrais rassurer le peuple béninois de l'engagement du Parlement de la CEDEAO à porter des fruits pour le pays. We give every support to this government and to the people of Benin. Vous savez le combat que nous menons au niveau du Parlement pour notre image, pour le respect et des autres. Je crois que notre Parlement, à travers ce qui se passe ces temps-ci, les reconnaissances à l'extérieur, notre Parlement est en train de faire son chemin. Et de plus en plus, il suscite la considération des autres. C'est pour cette raison que le Parlement de la CEDEAO a délocalisé l'une de ces rencontres ici. Moi, ça me rassure et ça m'amène à me dire que nous devons maintenir le cap. Le cercle des leaders politiques de l'université d'Abomey-Calavi a réuni un nombre important d'enseignants en fin de semaine dernière. Il y a donc un regard croisé sur le quinquennat de Patrice Talon. C'était l'objectif de cette conférence qui a connu la participation de doyens, de facultés, étudiants et enseignants. Marcel Arrossi. Alors, la gestion que le Bénin a fait de la Covid-19... Amphi Idriss Déby Itno à Abomey-Calavi en 2016... Dans sa course à la magistrature suprême, c'est ici que Patrice Talon a été accueilli par la communauté universitaire. Les résultats issus des urnes ont laissé voir la victoire de l'homme dans ce milieu. Les universitaires ont cru en lui. Aujourd'hui, dans une démarche scientifique, les résultats de ce mandat qui tire vers sa fin sont analysés. Dès sa prise de fonction, le gouvernement du président Patrice Talon s'est doté d'un programme d'action pour le mandat présidentiel 2016-2021. Le PAG a ainsi été adopté en Conseil des ministres le 26 octobre 2016. C'est le premier élément, de mon point de vue, qui a indiqué le changement de méthode. Et je voudrais dire ici, puisque nous sommes à l'université, c'est vraiment le temple du savoir, vous noterez que les 10 ans de pouvoir qui ont précédé le chef de l'État, Patrice Talon, il n'y avait pas eu de programme d'action du gouvernement. Je défie quiconque qui pourrait sortir pour chacun des quinquennats un programme où on a dit voilà ce que l'on veut faire. C'était déjà la différence. Les performances économiques, les réalisations socio-communautaires, la modification de la Constitution, le dépoussiérage de la démocratie et du système partisan, l'introduction du parrainage,
la régénération et l'oxygénation des institutions, les infrastructures en chantier, la protection de la santé publique, tout cela porte encore un nom, c'est la notion de réforme. Nous avons l'illustration que sans les réformes, il n'y a pas de croissance. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, le Bénin est classé parmi les pays à revenus intermédiaires et Standard Poor's a encore maintenu la note B+ du Bénin. On doit s'en réjouir. Sans le travail, on peut espérer le développement. Et sans la rigueur dans le travail, on ne peut espérer aucun développement. Sans le sérieux et sans la responsabilité, on ne peut jamais révéler notre pays. C'est pour cela que cette rupture, compte tenu donc, n'est-ce pas, de l'état des lieux, de l'abîme abyssal dans lequel nous nous trouvions, on a l'impression que les 5 ans n'ont pas permis effectivement de sortir entièrement de cet abîme. Mais au moins, ils sont venus donc à la surface. Il faut maintenant remonter. Loin d'un meeting politique, cette conférence aura été une tribune d'évaluation. Toutes les démocraties, sans exception, courent après des réformes. Sans réforme, il n'y a pas de démocratie. C'est peut-être un travers, mais ce travers est indispensable car il faut bien gouverner, répondre aux urgences, satisfaire les intérêts généraux. Et là, gouverner devient difficile. Gouverner, c'est mécontenter. Gouverner, c'est se rendre impopulaire. Gouverner, c'est compliqué. Le Bénin, sous Patrice Talon, a connu nombre de réformes. Des réformes qui, selon le doyen de la faculté des sciences politiques, étaient plus que nécessaires. Conclusion phare de la conférence, Patrice Talon mérite un nouveau mandat. Monsieur le Président. Les instruments de mesure et de pesée de l'usine de grenage 2 de Sodeco de Parakou fonctionnent à merveille. La campagne de commercialisation du coton peut donc démarrer sans anicroche. C'est ce qu'il faut retenir lors de la descente du directeur général de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité. Une descente qui s'inscrit dans la logique de l'opération primitive que la structure organise avant le démarrage des campagnes de commercialisation. Berthé Andimé. À peine nommé à la tête de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité ANM, que Joseph Gabin Degbé descend à Parakou, à l'usine de grenage 2 de coton de la Sodeco de la ville, ses collaborateurs et lui sont venus pour un contrôle précis. Pour rassurer donc les différentes parties, l'ANM vient pour voir la fiabilité donc de ces équipements. Les essais donc de justesse et les essais de fiabilité. Bientôt la campagne de commercialisation des grenages de coton. Ici, les instruments de mesure seront beaucoup sollicités. Il faut donc les apprêter pour éviter d'éventuels déconvenus. On a pris des masses marquées et vous-même vous avez constaté que c'est exactement le poids marqué sur les masses marquées qui s'affichent. Cette opération de contrôle, nous reprenons chaque 8 heures au cours de la campagne, pour nous assurer de la fiabilité de nos équipements, puisque c'est les mêmes équipements que nous utilisons pour l'achat de la matière première et c'est les mêmes équipements que nous utilisons pour vendre les produits finis. Donc nous n'avons pas intérêt à ce que les valeurs ne soient pas des valeurs justes. Mieux, lorsque l'équipement est défaillant, il y a un dysfonctionnement, le résultat n'est pas fiable. Quelque part, c'est soit le producteur, le client, soit c'est l'acheteur, l'usine, qui est en train de gruger les producteurs. Nous voulons éviter ça. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Les représentants des producteurs et des transporteurs invités à cette séance se disent satisfaits de la démarche de l'ANM. Nous sommes très contents que ça vite démarrer cette année pour qu'on puisse démarrer la campagne en bonne santé et bonne qualité. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu comment ça s'est passé. Et nous sommes très contents et c'est bien pour nous tous. Aussi bien au pont bascule de l'usine que sur les bascules de balles et de graines de coton, les dispositifs fonctionnent à merveille. Les masses que vous voyez, c'est des masses raccordées qui permettent d'avoir des résultats de mesurage fiables. Donc rien n'est erroné ici. Déjà, à travers la métrologie légale, nous avons l'obligation d'établir l'équité au niveau des transactions commerciales entre les clients
et les fournisseurs. Il ne faudrait pas que désormais nos braves producteurs de coton disent que les usines sont en train de les voler. C'est la raison pour laquelle on est venu pour procéder à la vérification primitive. Nous reviendrons désormais pour voir est-ce que ce qui est établi continue d'être. La campagne de vérification de tous les instruments de pesage au niveau des usines d'égrenage de coton est ainsi lancée. Les équipes de l'ANM feront le tour des usines de l'ensemble du territoire national avant le démarrage de la campagne cotonnière 2020-2021. L'interprofession de la filière poisson d'élevage au Bénin, tant souhaitée par les différentes familles d'acteurs de cette filière, a vu le jour à Cotonou, et ce grâce à l'accompagnement du PROCAD, programme cadre d'appui à la diversification agricole. L'interprofession entend contribuer à un accroissement et à une meilleure valorisation de la production piscicole au Bénin. Lunek Agbazao, Bruno Rotepo. Elle est née, l'interprofession de la filière poisson d'élevage au Bénin, l'IPEB. C'est le couronnement d'un long processus. Les différents acteurs de la filière, à savoir producteurs et distributeurs qui se sont préalablement constitués en association, vont désormais parler d'une seule et même voix. Le bureau exécutif de l'interprofession installé place son mandat sous le sceau de l'Union pour un accroissement des performances de la filière. Nous devons désormais apprendre à conjuguer nos efforts pour quintupler nos performances. Désormais, nous devons mutualiser nos moyens, mutualiser nos connaissances pour un meilleur impact sur l'avenir de notre filière. Levons-nous donc et mettons-nous au travail en ayant comme devise s'unir pour réussir ensemble. Cette interprofession a vu le jour grâce à l'accompagnement du PROCAD, le programme cadre d'appui à la diversification agricole qui pilote le PADA-FA, projet d'appui à la diversification agricole, financement additionnel. Le PROCAD qui a eu à contribuer aussi à la création des interprofessions des filières anacarde et ananas se réjouit de l'événement du jour et rêve d'une filière poisson d'élevage plus prospère. Nous en sommes arrivés à la naissance fut-elle tardive du gros bébé qui est sorti avec des dents. Et parfois, les bonnes choses, c'est les choses qui durent à se concrétiser. Le plus grand des défis, c'est la production en quantité et en qualité du poisson d'élevage. La population béninoise en a besoin. Et quand vous savez tout ce qui s'est passé à travers cette filière, nous devons de nous prendre en charge aujourd'hui pour aller vers la productivité. Je vais nommer la qualité. Les statistiques aujourd'hui parlent de 6,5, autour de 6,5 tonnes à l'hectare. C'est un bon, mais ça ne reflète pas encore la fierté du PROCAD. La fierté de vous, les acteurs, qui vous échinez pour pouvoir donner à cette filière toute sa noblesse. Donc, vous avez encore du chemin à parcourir. Le PROCAD n'entend pas limiter son accompagnement à l'installation de cette interprofession. Le PROCAD est prêt à vous accompagner dans la période post-mise en place de l'interprofession, quand bien même nous clôturons dans quelques mois. Nous allons essayer de vous accompagner dans la production des manuels de procédure. Nous allons vous accompagner aussi dans la stratégie à mettre en place de façon pratique sur le terrain pour la mobilisation de vos propres ressources. Parce que c'est de ça qu'il est question. Une interprofession qui est née doit pouvoir se prendre en charge. Le défi est donc lancé à ce bureau exécutif composé d'un conseil d'administration de 9 membres et d'un conseil de surveillance de 3 membres. Ils ont un mandat de 3 ans pour changer la donne. Eh bien, le concours Ville durable est lancé dans la commune de Semepodi. Le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable entend mettre en compétition les communes du Bénin. Retour sur la cérémonie de lancement avec Edmond Humbo, Robert Copin-Edor. Concours Ville durable, ainsi est baptisée la compétition lancée par le ministère en charge du Cadre de Vie et qui va mettre aux prises 38 communes. Le gouvernement entend ainsi promouvoir le concept de ville durable au Bénin. Les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels du développement urbain, que dis-je, de notre développement tout court. C'est dans cette perspective d'améliorer la gouvernance environnementale
et l'assainissement des communes du Bénin, conformément au pilier 3 du programme d'action du gouvernement que le ministère a initié à travers le Fonds national pour l'environnement et le climat, le projet intitulé Concours Ville durable. Ce concours vise à promouvoir les initiatives de gestion durable du cadre de vie en mettant en compétition des communes sur la base des critères spécifiques de mesure de niveau d'amélioration du cadre de vie. Le ministère du cadre de vie est aujourd'hui un ministère essentiel. Sans ce ministère, nous serons même incapables de vivre une prospérité, quel que soit le niveau ou le volume de biens déversés ou mis à notre disposition. Alors, vient à point nommé le concours Ville propre durable. Les critères de ce concours sont ici dévoilés. Les thématiques majeures concernées par cette initiative sont entre autres la gestion des ouvrages de voirie et d'assainissement, la gestion des déchets et la salubrité publique, la promotion de la foresterie urbaine, l'éducation environnementale et j'en passe. Ces critères sont notés sur 100 points. Les 3 villes qui auraient obtenu les meilleures notes seront désignées villes durables. À l'issue de ce concours qui va durer 5 mois, 3 communes vont être gratifiées du prix Ville durable et 5 autres vont bénéficier de l'eau de matériel d'assainissement. Les experts de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, en mission au Bénin, ont visité les chantiers que la banque a financés dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Ils étaient à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo et à l'Institut national supérieur de technologie industrielle à Lokossa. Ghislain Poguet. Journée chargée pour la mission de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Premier point de chute, cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les experts de la BADEA ont échangé avec l'autorité ministérielle sur les dossiers liant le Bénin à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, les projets, leur financement, leur réalisation, les avancées, les freins éventuels, tout est passé en revue. Ensuite, descente sur le terrain. Cap sur Dangbo d'abord, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques. À l'intérieur, le terrain est en préparation pour recevoir des infrastructures. Ici, le site est officiellement remis en juillet 2020. L'entreprise est en train de parachever son implantation pour démarrer les travaux. Ensuite, direction Lokossa, l'Institut national supérieur de technologie industrielle. Nous, élèves professeurs adjoints, sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre école cet après-midi. Nous sommes très heureux du souci que vous avez du développement de notre milieu de travail. Nous remercions le directeur de la banque et nous promettons de faire mieux pour notre scolarité. Ici, des murs sont déjà sortis de terre. Des murs d'un bloc administratif, d'une bibliothèque et de 6 ateliers. Les allées entre les bâtiments attendent leurs pavés. Ici, malgré le mauvais temps et la pandémie à Covid-19 qui tendent à ralentir les élans, on maintient le cap. Mon impression générale, c'est que les travaux ici à Lokossa, ils ont un stade quand même avancé, parce que toutes les superstructures sont sorties du sol. Donc on est confiant qu'ils vont respecter les délais, parce que les contraintes météorologiques ne vont pas vraiment impacter l'avancement du projet. Se réunir, discuter sur papier, voir les plans, les diagrammes, c'est une bonne chose. Mais confronter toutes les données théoriques avec la réalité, ça n'est une autre. C'est là que vous voyez réellement quels sont les problèmes qui se posent. Le rôle de la mission, c'est de venir constater, mais prodiguer également des recommandations et des conseils. Recommandations sur le plan technique. Les bailleurs de fonds ont constaté, qu'on ne le veuille ou pas, des équipes dynamiques, des équipes très engagées. L'engagement de tous ces intervenants est un élément fort d'appréciation au niveau des bailleurs de fonds. Séance tenante déjà, nous avons demandé que certains rapports spécifiques soient produits sur des thèmes précis et envoyés rapidement au siège à Khartoum, ce qui permettra d'avoir tout de suite un feedback de la part des autorités de la BADEA en termes de résolution de ces problèmes. Ce que nous avons noté, c'est déjà l'engagement des équipes et leur diligence
pour tenir dans les délais complémentaires. Parce que lorsque vous avez un projet et que vous ne faites pas de suivi, eh bien, vous participez à tuer le projet. Ce qui n'est pas la vision de son Excellence le chef de l'État et qui met au cœur de cette stratégie le suivi. Et tout ce qui est technique au niveau de l'enseignement, du système éducatif, occupe une place de choix. Lorsque vous regardez le tissu éducatif, de plus en plus, c'est d'inverser la tendance et d'aller à l'enseignement technique. L'éducation. Le gouvernement béninois en fait une priorité, une voie pour atteindre le développement. Il travaille à créer les conditions favorables à la réalisation de ces projets dans le secteur. Entre autres actes posés, la mobilisation et la gestion rationnelle de fonds. 23 nouveaux magistrats viennent de prendre officiellement fonction à la cour d'appel de Parakou. Avant d'être déployés dans la juridiction relevant de cette cour d'appel, ils ont prêté serment qui consacre à la fois leur entrée dans le corps des magistrats que dans la fonction. Alessis Assoga, Bertin Adimi. Je voudrais vous dire que ce serment vous engage. Maintenant, je vais vous appeler par ordre de préséance et viendrez prêter le serment. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Cet acte solennel, chargé de sens, est l'ultime à poser pour pénétrer le cercle prestigieux, noble et délicat des magistrats. Après une formation professionnelle à l'École nationale d'administration et de magistrature, ces hommes et femmes passent d'auditeurs de justice aux magistrats pleins. Pour une justice crédible, performante et accessible aux citoyens, ils sont conviés à faire preuve de rigueur dans le respect du droit, de la loi et des règles déontologiques régissant leur corps. De mon siège dernier, il me plaît de vous dire que la cérémonie d'aujourd'hui, loin d'être un simple rituel, est sacrée et c'est le lieu pour moi de vous rappeler que vous devez vivre au quotidien l'exercice de votre fonction de magistrat dans le secret des exigences professionnelles, déontologiques et éthiques. À l'instar des livres saints pour le croyant, les règles déontologiques vous conduisent à une paisible et rayonnante carrière de magistrat. Si vous les adoptez dans l'exercice de votre fonction, vous êtes à une lumineuse carrière de magistrat. Le serment implique aussi le respect religieux du secret des délibérés qui protège l'indépendance des juges, garantie première du justiciable. Ce respect doit être religieux, c'est-à-dire qu'il est sacralisé, sanctuarisé dans la conscience de celui ou celle qui est tenu au secret. Le magistrat a donc un grand rôle à jouer dans la société. De contribuer à relever le défi de redorer le blason de la cérémonie de prestation de serment constitue donc une occasion indiquée pour prodiguer des conseils aux jeunes magistrats déployés dans les juridictions relevant de la cour d'appel de Parakou. Chers collègues, je vous conseille de lire régulièrement la déontologie des magistrats de Guy Canivet, ancien président de la Cour de cassation française, et Julie Joly-Hurin. Je vous recommande également l'ouvrage La discipline des juges, les mercuriales de Dagusso, de Jean-Marie Tuffery-Andréo. Le serment est la réponse du magistrat à la société qui l'honore de sa confiance et qui lui demande en échange d'observer les devoirs liés à son nouvel état, fidélité, dignité, loyauté. Les tribunaux de Parakou, Kandi, Malanville, Djougou et Natitengu sont les premiers postes de ces 23 nouveaux magistrats. Chercheurs, partenaires techniques et financiers et décideurs politiques s'étaient rassemblés du 27 au 29 octobre 2020 à Cotonou pour réfléchir sur les mécanismes de résilience aux chocs sanitaires dans les pays en développement cas de la Covid-19. C'est un colloque international qui s'est physiquement déroulé, mais aussi en ligne. Plusieurs recommandations sont issues de ces 3 jours de réflexion intense. Marcela Rossi. Une belle brochette d'experts au Bénin à l'occasion d'un colloque extraordinaire. Rendez-vous scientifique, opportunité de débat sur la préoccupation à dimension mondiale que représente la Covid-19. Objectif de cette réunion d'envergure, définir les mécanismes de résilience pour une gestion optimale des résultats de recherche en vue d'une belle riposte contre la pandémie du coronavirus.
La Covid-19 a eu un effet négatif sur toutes les économies et nous amène à nous interroger sur le modèle de développement utilisé jusqu'à présent. Dans la recherche des solutions pour ne plus subir les conséquences d'une telle pandémie, le ministère du Plan, dans sa mission d'impulser le développement économique et social, a initié le présent colloque en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé. L'initiative du ministère du Plan et du Développement a été un creuset privilégié pour des échanges de haut niveau et des réflexions de qualité. Ce n'est pas courant de voir les décideurs publics, les partenaires techniques et financiers, les universitaires, les acteurs du secteur privé, les responsables des organisations de la société civile débattent ensemble autour des questions de population et de développement. En effet, la pandémie actuelle, de par son mode de propagation, nous impose une pause afin de réfléchir sur nos politiques nationales de population d'une part et les politiques migratoires nationales, régionales et internationales d'autre part. À l'ouverture des travaux, le ministre d'État fait un clin d'œil au comité gouvernemental de gestion de la crise sanitaire au Bénin. C'est pour moi l'opportunité, sur le ministre de la Santé, sur le ministre de la Défense, de saluer le travail formidable qui a été fait par le professeur Patin et toutes ses équipes, parce que la première défense face à la Covid-19 était une défense sanitaire. Et je pense que le ministre de la Santé et toutes ses équipes ont relevé ce défi. Il est important de le saluer et je tiens à le faire du haut de cette tribune. Ensuite, il y a eu la réponse économique qui a été pilotée par le ministre de l'économie et des finances. Et là aussi, Romuald Wadani a été formidable dans le travail qu'il a fait. Je tiens aussi à le saluer. Sur le plan social, Mme Toye-Fodé a fait, elle aussi, une contribution pour que toutes les personnes affectées par les mesures économiques, les mesures sanitaires, que ce soit les transporteurs, les coiffeurs, les coiffeuses, les personnes handicapées, toutes ces mesures, toutes ces personnes ont fait l'objet d'études attentives pour voir les personnes qu'il fallait assister dans la durée. Les personnes qui animent dans tous nos quartiers, dans tous nos villages, les bars, les transporteurs également. Toutes ces personnes ont pu bénéficier de soutien important du gouvernement grâce à l'évaluation qui a été faite par Mme Toye-Fodé et ses équipes. Je tiens à le saluer aussi. Mais c'est tout le gouvernement qui a été derrière cela parce qu'il y a eu des mesures de sécurité, des mesures de transport à l'aéroport. Notre aéroport a été pendant des mois le seul aéroport en Afrique de l'Ouest qui était ouvert. Et grâce aux équipes du ministère des Transports, nous avons pu rendre ces services à toute la communauté sous-régionale. Je tiens à le redire ici. Pour les chercheurs, ce cadre de réflexion et de prise de conscience aura été une bonne occasion de penser aux enjeux et aux conditions d'un développement durable. En anticipant les problèmes, clarifiant les défis et proposant des solutions, ce colloque fournira une matière essentielle et des éclairages nécessaires aux décisions des acteurs sociaux et des politiques. À ce rendez-vous, le soutien de tout le système des Nations Unies a été réaffirmé. Les principaux thèmes qui seront abordés au cours de ce colloque, notamment sur les politiques publiques, viendront renforcer les initiatives gouvernementales déjà en cours pour maintenir et renforcer les acquis déjà enregistrés dans la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030 et les ODD. 3 jours durant, les forces présentes à ces travaux ont eu droit à des communications aussi riches qu'inspirantes. Ce n'est pas facile de préparer une communication, surtout de préparer une communication sur une thématique d'actualité. Sur les thématiques d'actualité, tout le monde est expert, parce que tout le monde vit la situation et tout le monde croit savoir tout. Et ça, c'est la première contrainte pour le communicateur. La seconde contrainte, c'est le temps
de mobilisation de l'information, puisqu'il s'agit généralement d'un phénomène dynamique. Pendant qu'il croit avoir saisi l'enjeu ou le noyau du problème, il se rend compte que le lendemain, le problème a pris un développement ou une envergure qui lui échappait. Donc je voudrais féliciter et remercier tous les communicateurs qui ont accepté, qui ont répondu non seulement en présentiel, mais en virtuel à ce e-colloque. À l'arrivée, la feuille de route s'établit avec 16 bonnes recommandations. Le Bénin, déjà considéré comme un modèle dans la gestion de cette crise mondiale, pourrait bien encore surprendre. Les violences faites aux femmes et aux filles sont malheureusement encore d'actualité. La ministre des Affaires sociales et celui de la Justice se préoccupent donc de la situation. Et c'était la semaine écoulée dans plusieurs communes du département du Koufo pour des séances de sensibilisation. Jean-Claude James, Jules Akoekou. 2 ministres de la République accueillis par le préfet du Koufo ici à Plaoué. Un déplacement pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles dans ce département qui brille malheureusement par l'ampleur du phénomène. Au premier semestre 2020, les centres de promotion sociale du Koufo ont enregistré 478 cas de violences basées sur le genre, 34 cas de mariage forcé et 7 cas de viol. Vous comprenez donc que la présente visite des ministres vient à point nommé pour renforcer les dispositifs de réduction, voire d'éradication des violences faites aux femmes et aux enfants, notamment aux filles du Koufo. Face à un tableau aussi sombre, de vrais échanges ont eu lieu à Plaoué, Toviklin, Dogbo et Lalo entre la ministre et les populations. Ils sont complices de la survenance, par exemple, des cas d'infraction en cette matière. Les parents ou les populations préfèrent aller vers eux, se réfugier pour empêcher que ces infractions soient examinées par le commissariat ou qui soit présenté au procureur de la République. Je voudrais vraiment lancer ce cri de cœur là aujourd'hui et vous dire que le défi ne peut être relevé qu'avec vous. J'en appelle au sens de responsabilité de nous tous. J'en appelle au sens de responsabilité de nos chefs traditionnels ici présents. Distinguer tête couronnée, c'est vous qui allez nous aider à mettre fin à ces maux. Et je voulais repréciser pour donner l'information qu'en cas de viol, la première étape doit être la police pour avoir le certificat de réquisition. C'est un certificat gratuit et ça vous donne droit dans les centres de santé à l'examen médico-légal et le certificat gratuitement. Le combat ne concerne pas seulement le ministère des Affaires sociales. Le département de la justice y joue un grand rôle. Son chef a répondu à l'appel de cette campagne de sensibilisation. Ma présence ici se justifie non seulement par la part que le ministère de la Justice prend dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi et surtout l'intérêt que nous avons à faire de la sensibilisation, c'est-à-dire à faire de la prévention, parce que la répression à elle seule ne suffit pas. Nous avons un dispositif de dénonciation. C'est la ligne d'assistance aux enfants qu'on appelle la LAE. C'est le numéro 138 qui est un numéro gratuit qu'on peut appeler à tout moment pour dénoncer des cas. Durant son périple dans le Koufo,
Véronique Toynfodé Mewanou a marqué un arrêt à l'orphelinat Nozo Bénin pour encourager les responsables. Et puis l'actualité internationale reste marquée par la présidentielle ivoirienne, marquée par une abstention record. Et puis la police québécoise fait le point sur une attaque à l'arme blanche qui a fait 2 morts et 5 blessés. Et puis en France, les messes de la Toussaint ont bel et bien eu lieu sous haute surveillance. La compilation de l'actualité internationale vous parviendra entièrement à 23h30 avec Rachida Biomama pour le JT Soir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.